Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube. On poste 10 histoires tous les jours sur YouTube à 12h00. La chaîne c'est DMG TV. Donc n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire pour ne pas manquer les prochains épisodes. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser, donc n'oubliez jamais de laisser un like. Installez-vous, on va commencer avec la première histoire. Rebonjour DMG. Alors l'histoire que je veux raconter, c'est l'histoire d'un frère à moi, qui avait été vendu à un génie des eaux par sa propre grand-mère maternelle. Alors l'histoire se passe au Gabon. Nous sommes dans les années 2012-2013, si je ne me trompe pas. Alors, c'était pendant les vacances. Et comme chaque vacances, nous avions l'habitude de nous retrouver pour passer les vacances avec beaucoup d'autres enfants que les parents amenaient. Donc, le village était vraiment bondé avec les enfants et tout ça. Et donc, ce jour-là, c'était un jour comme tous les autres, un jour ordinaire. Et vous savez, au village, c'est le football pour les garçons. Et donc, généralement, on joue le football à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. Donc, ce jour-là, nous avons fini de jouer notre dernier match. Et ce match-là, nous l'avions terminé aux environs de 16h, 17h. Et comme à l'accoutumée, il fallait maintenant aller se laver. Donc tous ceux qui avaient joué avec les filles qui étaient venues nous assister, nos sœurs, tout ça, on s'est rendu à Logoué. Et c'est comme ça que ce frère-là, il est allé, il a fait un tour chez lui, il a mangé. Si je ne me trompe pas, c'était l'omelette. Donc il a mangé. Et nous sommes tous descendus à Logoué pour nous laver. Et donc, ce frère-là, après avoir mangé, il avait sa sucette, il avait son bonbon à la bouche. Donc quand on arrive à Logoué, qu'il est temps de se laver, c'est comme ça que moi, je trempe les pieds dans l'eau. Et quand je trempe les pieds dans l'eau, j'urine sur moi parce que je me dis, bon, après avoir uriné, je vais directement me jeter à l'eau, tout ça. Et j'avais l'eau au niveau des mollets. Donc, quand je trempe les pieds dans l'eau, je suis saisi par une fraîcheur accompagnée d'un frisson terrible. Je vous dis, je suis saisi par une fraîcheur, un frisson comme pas possible. Et donc, je remonte sur la terre. Je remonte sur la terre en me disant que bon, je vais attendre un peu. Je vais attendre un peu à terre. Après, je vais jeter le corps une bonne fois pour que le froid passe. Parce que je me disais que c'était le froid. Donc, quand on dit vraiment que l'instinct sauve. Sinon, le sixième sens sauve. Et donc, ce frère-là, pendant que les filles étaient en train de laver la vaisselle, tout ça là, donc il est le premier à plonger. Donc, quand il plonge, il a toujours son bonbon à la bouche, il a son short avec lequel il a fini de jouer, il a sa plastique au pied. Il est en train de jouer avec un de mes cousins aussi. Avec qui nous étions dans la même maison. Donc ils sont en train de jouer. Et mon cousin en question, il voulait le bonbon du frère. Mais comme il avait froid, il ne voulait pas aller le trouver dans l'eau pour prendre le bonbon avec lui. Donc c'était comme un jeu.
Donc à chaque fois, il rentrait dans l'eau, il ressortait, genre, histoire de narguer un peu mon cousin en question. Donc il lui tend le bonbon. Quand il veut venir aller, il rentre sous l'eau. C'est comme ça que mon cousin, il prend des petits cailloux pour le lancer ça un peu. Il le lance un peu des petits cailloux, il rentre sous l'eau. Quand il ressort, il lance un peu des petits cailloux. Donc ils étaient en train de s'amuser. À un moment donné, quand il ressort, mon cousin prend encore un autre petit caillou, il lance. Le caillou tombe devant mon frère en question. Donc je dis mon frère parce que nous avions grandi tous au village ensemble. Nous étions de la même génération, même âge. Et puis nos mamans étaient très 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 copines. Donc quand il lance le caillou tombe devant mon frère en question. C'est comme ça qu'il rentre. Quand il rentre, je vous dis DMG jusqu'à ce qu'on l'a retrouvé. Donc il a fait 2 semaines à Logoué. Il a fait 2 semaines. Donc quand il est rentré, il n'est plus jamais sorti. Quand il est rentré, il n'est plus jamais sorti. C'est comme ça que après nos mamans viennent, comme ils étaient à une cérémonie, nos mamans et certains de nos oncles, tout ça là, donc ils étaient invités quelque part. Quand elles reviennent, elles viennent trouver, on est en train de chercher, on est en train de plonger, que mais il est où, il est où, il est où. On se dit même que bon, en tout cas, il nous a farcé, peut-être il est retourné au village. On est en train de chercher, mais il est où, 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 il est où. On vient, on met les filets, tout ça pour dire que bon, comme il vient à peine de plonger, il est forcément dans les parages, ou bien il se cache derrière une pirogue. Je vous dis, on a cherché son corps pendant 2 bonnes semaines. Chercher, 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 chercher pendant 2 semaines, rien. C'est comme ça que ses parents partent voir un ganga pour demander mais qu'est-ce qui se passe. C'est comme ça qu'on dit aux parents que mais l'enfant a été vendu. L'enfant a été vendu par l'enfant a été vendu dans la sorcellerie. Fouillez bien, il est là, il n'est pas loin. Fouillez bien, il est là. Il est là, il n'est pas allé très loin, il est là sous l'eau. Là où il est tombé, c'est là où il est. Donc, fouillez bien cet endroit-là. Quand ils reviennent, ils cherchent encore, c'est là où on trouve le garçon en question. On trouve le garçon en question. Il a toujours sa plastique. Il a toujours son même bonbon à la bouche. Le même bonbon qu'il avait là, il avait toujours son même bonbon à la bouche. Et c'est quelques temps après que il avait été dit. Parce qu'après ça, il y a eu plusieurs disparitions d'enfants qui se sont enchaînées. Plusieurs disparitions. Euh, Avec le temps, je pourrais vous les partager. Plusieurs disparitions. C'est comme ça qu'on a compris en fait que c'était la grand-mère par le biais d'un ganga aussi qui venait consulter pour chercher à savoir qu'est-ce qui se passait dans le village. Parce que c'était trop. Il y avait déjà trop de disparitions et seulement à Logoué. Et c'est comme ça que on a découvert qu'effectivement il y avait un génie. Sinon, il y a encore un génie qui réclame le sang humain. Et ce génie-là, c'était la grand-mère. C'est la grand-mère du frère en question qui l'entretient sous les eaux. Ce qui fait que cette dame-là, à 5 heures du matin, elle va à Logoué vers son pot. Donc, si vous le croisez à 5 heures du matin, vous lui saluez, elle ne vous répond pas. Elle vous répond que quand elle remonte des eaux, après avoir fait ces choses, c'est là où elle peut maintenant vous parler. Sinon, avant ça, elle ne vous parle pas. Donc, voici pour la petite histoire. Et merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Voilà, bonjour DMG, bonsoir la famille DMG. Abonnez-vous, likez, partagez. L'histoire que je vais raconter aujourd'hui, en fait, elle est en train de se dérouler. Donc, je ne connais pas encore la fin. Mais la manière dont elle se déroule, ça me rappelle des histoires que j'ai eu à écouter sur ta page. En fait, c'est ça qui a sonné comme un clic dans ma tête. Genre, je me suis réveillée et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Donc voilà, les histoires que j'ai eu à écouter, il s'agissait d'une fille qui sortait avec un monsieur extrêmement riche.
mais que la famille n'avait jamais rencontré. Et voilà, la fille, elle a mal fini. Et la deuxième, c'est la dame une dame qui est en prison qui l'a raconté, où elle sortait avec un ministre et voilà, le sapin de ce dernier a avalé le bébé de sa tante. Donc, et le point commun, c'est toujours que le monsieur, personne de son entourage ne l'avait rencontré. Donc, pour revenir à l'histoire que je vais raconter, il s'agit de la fille de l'amie à ma tante. Donc, ça commence l'année dernière, lors de la dot de ma cousine. Il y a l'amie de ma tante qui arrive. Elle, je vais la nommer Berthe. Il y a Berthe qui arrive. Pendant qu'on faisait la cuisine et tout, elle causait avec ses copines, genre ma tante et ses soeurs, tout le reste. Elle causait, elle était contente, elle se racontait un peu le vie. Oh, nous sommes contentes que nos filles aient grandi finalement. Et tout quoi, les causeries de grandes personnes. Et donc, autour de sa fille à elle, que je vais nommer Christelle, Beth disait que Christelle, voilà, elle a rencontré un monsieur qui est extrêmement riche, il prend bien soin d'elle, il paye ses études, elle est véhiculée, genre le chauffeur la vient la chercher le matin, il la ramène le soir, elle fait des voyages et tout. Bref, la fille, elle vit une vie de princesse. Et donc, mes tantes, tout le monde, toutes les femmes qui étaient là, elles étaient heureuses. Oh, c'est cool. Et tout, c'est bien que les enfants, voilà, qu'elles grandissent enfants, qu'elles soient indépendantes et tout, blablabla. Donc, et c'est passé comme ça. Maintenant, ça c'est l'année dernière. Maintenant, il y a une semaine, il y a ma tante qui m'appelle. Elle me dit que voilà, il faut que j'aille l'accompagner. Tout, elle a plus de courses à faire. Bon, finalement, je l'accompagne. On arrive, on se retrouve chez sa copine. Bon, quand je dis chez sa copine, c'est chez la fille. On se retrouve chez Berthe. Mais en vérité, c'était chez la fille de Berthe, donc Christelle. Parce que voilà, quand Christelle n'est pas là, parfois elle appelle sa mère pour que sa mère reste chez elle ou alors qu'elle passe du temps chez elle, quoi. Ce qui est tout à fait normal. Donc, on arrive chez Berthe. C'est quoi? Pour monter, déjà pour arriver dans son appartement, il y a l'interphone. Interphone, voilà, je donne ton identité, après tu montes. Une fois que tu montes, on ouvre, on arrive devant l'appartement, on sonne. Non mais c'est l'appartement, il est waouh, il n'y a rien à dire. Quand je dis rien à dire, c'est genre luxueux de chez ouf. Les meubles, je n'en parle pas. Bref, tout est beau, tout est nickel, tout est blanc. En fait, c'est un appartement de rêve, quoi. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et donc, on arrive, voilà, il nous accueille bien, on discute, du moins elle cause avec sa copine. Voilà, moi je suis là, je m'ennuie un peu, donc elle parle. Christelle en question n'était pas là. Et donc pendant leur discussion, ma tante lui demande, voilà, sinon comment va notre beau-fils? Donc elle parle du copain de Christelle, comment va notre beau-fils et tout et tout. Elle dit, ah, celui-là, je ne l'ai même pas encore vu, je ne l'ai jamais vu et tout et tout. Et Christelle n'est même pas là comme ça parce qu'elle allait le rencontrer. En fait, c'est comme ça. Donc, en gros, Christelle, elle a 22 ans. Ça fait 7 ans, donc, depuis qu'elle a 15 ans, qu'elle sort avec un monsieur qui est pété de thunes, que ses parents n'ont jamais rencontré, qui paye les voyages à leur fille à chaque fois qu'elle rentre. C'est toujours avec des mallettes d'argent. Une mallette d'argent, ça va dans les, comme je disais tantôt, les 10 à 20 millions. Son compte, il est garni. Bref, elle a tout, mais personne n'a jamais vu le monsieur en question. Donc, elle dit, voilà, Beth dit à ma tante que voilà, je l'ai même jamais vu. Mais tu as raison. Ma tante dit, mais comment ça tu n'as jamais vu? C'est pas normal, il faut que... Elle dit, oui, tu as raison. Vraiment, il faut que je le rencontre. Enfin, ça fait déjà longtemps et tout. Que si elle va aller le rejoindre, quand elle va revenir, maman sera avec les machins, elle cause. Après, elle revient à leur truc d'argent et tout, de luxe. Ensuite, quand on rentre avec ma tante, je lui dis, mais attends un peu. C'est comme si j'ai pas bien suivi ce que j'ai entendu. Ton ami vit dans un appartement que un monsieur, dont le copain de sa fille, paye. Un monsieur qu'elle n'a jamais vu. Sa fille sort avec depuis qu'elle a 15 ans. Il paye ses études, il fait tout. Il paye à la dame en question, genre la meilleure matin. Il
occupée à la dame en question des voyages pour je ne sais où. Les voyages, elle rentre. Christelle a sa grande soeur. C'est grâce au monsieur que la grande soeur de Christelle a pu voyager. Elle a pu aller en Roumanie. Quand la tante de Christelle a eu un AVC, ils sont occupés d'elle. La grand-mère de Christelle. Bref, la fille est pouvoir pour toute sa famille. Mais on ne connaît ni la dame ni le monsieur. J'étais dépassée. Ma tante me dit, après ma tante me dit oui, c'est lui. Mais non, attendez un peu, comment vous pouvez faire ça? Donc j'étais tellement dépassée que je lui ai raconté les histoires que j'ai écoutées sur ta page. Mais j'ai dit, mais attends un peu, ça sent tout, sauf, en fait, ça sent pas bon du tout. Du tout, du tout. Si quelque chose lui arrive même, disons même que si quelque chose lui arrive lors de son voyage, sa mère va s'adresser à qui? En fait, moi, c'était plus pour attirer, en fait, l'histoire que je raconte aujourd'hui, c'est plus pour attirer l'attention des parents. Parce que je me dis que elle a commencé ça quand elle avait 15 ans. À 15 ans, ton parent a encore de l'autorité sur toi. Donc je me dis que si, je veux moi, si sa mère avait été quelqu'un de d'avisé, sa mère aurait pu dire que non, mais attends, qui te donne tout cet argent, je veux le rencontrer, je veux le voir. Du moins, moi je me dis que les parents peuvent sortir leurs enfants de tellement de situations. Mais il y a certains parents qui sont aveuglés par l'argent et je sais pas trop quoi. Donc, quand il y a une semaine, quand tout ça s'est passé, j'étais genre, jusqu'à présent, je suis dépassée. Quand la femme, la personne en question, elle appelle ma tante, je dis à ma tante que mais non, il ne faut pas que tu fasses ça. Il faut que tu lui dises que ça sent tout sauf quelque chose qui est bon. Bon, après, je comprends aussi la situation de ma tante. Sa copine peut se dire que voilà, il est jalouse d'elle, il ne veut pas le bien de sa fille, mais je sais pas, c'est trop bizarre. Pour moi, un homme qui est simple, je ne refuse pas qu'il y ait des hommes qui aient de l'argent et qui rencontrent des filles modestes, vraiment. Et qu'ensemble, ils font leur famille. Non, ça existe. Mais un homme qui est simple et qui est bien intentionné, déjà, tu prends pour une gamine de 15 ans, mais depuis le temps, la personne serait venue se présenter auprès de la famille de la fille et dit voilà, je suis la personne qui est avec votre fille et voilà, je l'encadre depuis. Ça, c'est quelque chose qui est normal. Donc, moi, cette histoire, j'ai vraiment peur que ça finisse très mal pour elle. Mais l'histoire que j'ai racontée, c'est plus pour attirer l'attention des parents. Pardon, je sais qu'il y a des gens qui souffrent. La souffrance existe. Mais ne vendez pas, ne vendez pas vos enfants pour votre confort. Vraiment. C'est un peu ce que je voulais dire. Donc, voilà. Et n'hésitez surtout pas à raconter vos histoires parce que je pense que une histoire pareille, ça ne peut pas arriver à ma fille parce que voilà, je l'aurais déjà entendu. Donc, quand en fait vos histoires servent, toutes les histoires qui sont sur cette page, ça sert, ça édifie, ça enseigne beaucoup. Donc voilà, merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la troisième histoire. Oui, bonsoir DMG. Je viens vous raconter une histoire. Je ne l'ai pas vécue personnellement, mais c'est une histoire que j'aimerais raconter pour sensibiliser beaucoup de jeunes aussi. Donc, c'est une histoire d'une jeune apprentie dans un salon de coiffure. Vous savez, dans ce genre de cadre, les dames en fait qui tiennent ces sculptures ont pour habitude, celles qui sont de bonne moralité, prennent toujours les jeunes filles qui arrivent comme leurs filles et de temps en temps, elles échangent, elles leur donnent des conseils. Ce qui fait que lorsque les préservatifs féminins venaient de sortir et elles commençaient à leur donner des conseils à ces jeunes apprentis que maintenant il y a un moyen pour les femmes tu prends quand tu vas avec un homme, tu prends le préservatif féminin, tu enfiles quelques instants avant le rapport sexuel et tout. Ce n'est même pas difficile à mettre. Elle leur montrait comment utiliser le préservatif féminin. C'est comme ça que une de ces jeunes apprenties, une fois, fait la rencontre d'un monsieur. Lorsqu'elle fait la rencontre d'un monsieur,
Vous savez, les filles en train de vouloir se vanter, elle aussi, elle vient entre ses collègues, je vais dire comme ça, raconter. Aujourd'hui, j'ai rencontré un monsieur, il est véhiculé, il est comme ça, il est comme ci, il est comme ça. En causant comme ça, là, la dame de la sculpture entend, elle lui dit, ma fille, moi je ne te conseille pas de chercher les hommes maintenant. Le plus important maintenant, c'est ta formation. Et quand tu vas finir ta formation, tu cherches à ouvrir ton petit truc et tu restes là. Comme ça, tu pourras chercher les hommes. Mais néanmoins, si tu dis que tu vas avec les hommes, il y a le préservatif féminin. Oh, n'oublie jamais d'enfiler ton préservatif féminin. Quand elles ont donné même des conseils, c'était genre les maladies et tout. Elle disait que le dehors est mauvais, il y a trop de maladies. Il faut éviter les maladies parce que maintenant, les hommes n'enfilent plus de préservatif. Et quand celui-là même enfile le préservatif, il le perce, ce qui fait que en plein milieu de la relation, c'est déjà du rapport sexuel. Vous vous trouvez qu'il t'a ya pénétré et tout, vous continuez seulement. Donc, le plus rassurant, c'est que toi-même, tu enfiles ton préservatif féminin. En tout cas, c'est ce qu'elle disait toujours. Un jour alors, le monsieur donne rendez-vous à la jeune fille. Il se donne rendez-vous comme ça. Ce qui était bien pour la fille, c'est qu'elle ne fermait pas la bouche. Elle revient, elle dit, bon, là, vous voyez, là, mon monsieur m'a donné rendez-vous aujourd'hui et après la formation, dans l'après-midi, on va se rencontrer, on ira quelque part. La dame lui dit encore une fois de plus, elle lui dit, lorsque tu iras prends tes préservatifs féminins, tu mets dans le sac. Arrivé là-bas, tu pars aux toilettes, tu pars enfiler ta chose, tu reviens rester ta chose tranquillement. Et à l'époque là, le temps là, on ne vendait même pas les préservatifs féminins tellement on les distribuait. On distribuait donc c'était à la portée de tous. C'est comme ça que la dame remet à la jeune fille les préservatifs féminins, comme si elle savait que quelque chose allait se passer. Bon, je vais dire quoi? C'est l'expérience. Elle lui dit, prends les préservatifs féminins, tu pars avec. C'est comme ça que le soir arrive, le monsieur vient prendre la jeune fille, ils s'en vont à l'hôtel. Lorsqu'ils s'en vont à l'hôtel comme ça, là, la jeune dame n'a pas fait la sourde oreille. Elle a suivi exactement les conseils de sa patronne. Elle est allée aux toilettes, elle a enfilé le préservatif féminin, elle est revenue, elle a eu les rapports sexuels avec le monsieur et euh, lorsqu'ils ont fait le rapport sexuel, pour jeter le préservatif, elle n'a pas jeté. Donc on se dit dans la précipitation aussi comme ça, là, elle avait mis le préservatif, elle avait attaché le préservatif féminin, elle avait attaché et elle a mis dans son sac. Lorsqu'elle met dans son sac comme ça, là, c'est comme ça qu'elle aussi elle rentre, elle oublie, vu que les femmes ont plusieurs sacs généralement, elle oublie ça dans le sac là-bas et elle continue sa vie. C'est comme ça qu'un jour, elle repart, elle reprend le sac, si elle finit de mettre ses effets, elle s'en va au travail. Par curiosité comme ça, dans les causeries, c'est comme ça qu'elle dit, ok, depuis même que je suis rentrée de mon rendez-vous avec le monsieur, il ne m'appelle pas, il ne me dit rien du tout. Bon, moi, je vais essayer de l'appeler. C'est comme ça que ses collègues apprentis lui disent, mais appelle, non, appelle. Comme vous avez même déjà traversé une étape de la relation, tu peux même lui demander, il peut même te venir en aide avec beaucoup de choses. C'est comme ça que elle appelle le monsieur. Elle appelle, le téléphone sonne dans le vide. Elle appelle, le téléphone sonne dans le vide. Prise par panique, elle va raconter à sa patronne que depuis l'autre jour que je suis rentrée du rendez-vous avec le monsieur, je l'appelle, le téléphone sonne dans le vide, il ne prend pas. C'est comme ça que la dame commence à réprimander la femme. La jeune dame, elle lui dit, je t'avais dit non, il ne fallait pas être pressé comme ça. Il fallait d'abord attendre.
Maintenant qu'il a eu ce qu'il a eu, il ne veut plus te parler et tout. Néanmoins, la femme lui dit, mais insiste. Lorsqu'elle insiste, c'est une dame qui répond au téléphone. Alors, oui, allô, c'est le numéro de monsieur tel. Elle dit oui. Est-ce que je peux lui parler? Elle dit non, vous ne pouvez pas parce que il y a de cela une semaine, le monsieur est décédé. Tiki. Comment ça, le monsieur est décédé? C'est comme ça qu'elle lui dit que je suis son épouse. Il y a de cela une semaine, mon mari est décédé et il est à la morgue. C'est comme ça que la fille était devenue, elle était déjà froide, glacée. Elle ne comprenait absolument rien. Et après un moment, le sac qu'elle était avec au rendez-vous, qu'elle avait mis le préservatif féminin si à l'intérieur, elle ne prend plus la peine de fouiller. Donc, elle avait oublié elle-même la chose. Elle avait même oublié qu'elle avait jeté le préservatif. Elle n'avait pas jeté le préservatif féminin. Donc, elle dit donc qu'elle s'en va acheter à manger, qu'elle a faim. C'est comme ça qu'elle décide de fouiller dans son sac. Quand elle fouille dans son sac, elle se rend compte qu'il y a le préservatif qu'elle avait utilisé avec le monsieur. Quand elle prend le préservatif féminin, elle se rend compte qu'il y a des gros asticots dont, dont ça avait la grosseur du pouce. Les asticots, en fait, avaient la grosseur du pouce. C'est là qu'elle prise par panique. Elle va dire à sa patronne que par précipitation lors du rapport, je n'avais pas jeté le préservatif féminin. Maintenant, quand je fouille dans mon sac, voilà ce que je retrouve dans le préservatif féminin. Des gros asticots. Donc, c'est comme ça qu'elles ont pu relier que, comme il n'avait pas réussi son coup, donc si en fait les asticots entraient dans la fille, ça allait créer ce que ça allait créer dans son ventre et c'est la fille qui mourrait. Et comme ça n'avait pas réussi, l'homme est donc mort à la place. C'est comme ça que moi, personnellement, je n'ai jamais eu à utiliser le préservatif féminin parce que dans ma vie, je n'ai pas connu beaucoup d'hommes. Enfin, je n'ai pas connu, je vais dire ça comme ça, beaucoup d'hommes. Donc, moi, je conseillerais les femmes, en fait, qui ont plusieurs relations sexuelles et tout, de, on ne sait jamais d'utiliser le préservatif féminin parce que non seulement ça protège des maladies, ça protège aussi des cas comme ça. Voilà une vie qui avait été sauvée par rapport grâce au préservatif féminin. Donc, c'est en fait mon histoire là-bas que je voulais partager avec vous. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la quatrième histoire. Bonsoir DMG, bonsoir à toute la communauté DMG. Alors DMG, j'aimerais particulièrement te remercier toi et vraiment je prie pour que le Seigneur continue à te donner la force, le courage de pouvoir continuer à nous guider comme ton logo l'indique si bien, Dieu me guide. C'est vrai, Dieu nous guide. Et comme il ne peut pas se manifester en tant que tel, il passe par des gens et pas des gens comme toi. Vraiment, je remercie le Seigneur pour ça. Alors, je vais raconter une histoire, la mienne. Et je veux donner comme titre à cette histoire le bébé hanté. Bon, comme je disais tantôt, c'est mon histoire. Ma mère m'a eu avec mon père à l'âge de 18 ans. Et mon père était, je peux dire, plus âgé qu'elle. Mais ça ne dérangeait pas. Ils ont eu un enfant qui était moi. Et dans ses débuts, ils ont pris une chambre ici à Douala, dans un quartier qu'on appelle la Cité Site. Oui, on vivait là-bas à trois. Elle venait d'accoucher, je vivais là-bas avec elle, donc le bébé qui est moi, ma mère et mon père. Euh,
Bizarrement, il y avait un truc qui se passait, mais ma mère ne savait pas quoi. Parce que toutes les fois où il commençait à faire nuit, je dis bien toutes les fois, tous les jours, sans exception, je me mettais à pleurer, à crier, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et c'était durant toute la nuit. Toute la nuit, je pleurais comme ça chaque jour, sans cesse. Et ce n'était qu'en journée que je parvenais à dormir. Et c'est quand je dormais en journée que ma mère parvenait aussi à trouver le sommeil. Imaginez comment ça pouvait être pénible. Bon, un jour, ma mère est partie au travail. Elle a parlé de cette situation à une de ses collègues. Sa collègue était Bamoun. Sa collègue lui a dit, si c'est que ton bébé pleure comme ça veut dire qu'il y a un truc qui ne va pas où tu vis. Et déjà que nous vivions dans une cité, c'est-à-dire il y a plusieurs maisons, des studios et tout aux alentours. Mais ma mère, elle vivait dans une chambre avec son mari. Elle a dit, si déjà c'est comme ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Parce que l'enfant ne peut pas pleurer comme ça c'est un signe, il faut savoir ce qui se passe. Elle dit que moi, je vais donc faire comment pour savoir ce qui se passe. Je vais faire comment? Mon enfant pleure tous les jours, je suis déjà fatiguée de ça, je suis déjà fatiguée, je suis fatiguée. Sa collègue, elle l'a envoyé, genre, elle lui avait donné un truc en fait. Sa collègue Bamoun lui avait remis un truc qu'elle devait mettre dans les toilettes parce qu'en fait, les toilettes que ma mère utilisait, bref, les toilettes que tous les locataires utilisaient, c'était des toilettes en commun, vous voyez. Donc, il y a une seule douche pour toute la cité. Et la bailleresse habitait aussi là dans la cité. Ma mère a pris le truc, le produit que sa collègue lui a remis. Elle est partie. Elle a mis le produit dans les toilettes parce que c'est ce que sa collègue lui a demandé de faire, d'aller mettre le produit dans les toilettes. Elle a pris le produit, elle allait mettre dans les toilettes. Elle a dit, quand tu vas faire ça, vraiment, tu verras et tu viendras me dire ce qui s'est passé. Ma mère a mis. Elle a attendu. Le matin, on vient toquer à la porte de ma mère. Ce sont les enfants de la bailleresse que tata viens, la bailleresse veut te parler, elle ne se sent pas bien. Elle veut te dire quelques mots avant de partir. Hey, ma mère dit ça, c'est quoi ça? Elle se lève, elle part voir sa bailleresse. Ta bailleresse dit vraiment, ma fille, je m'excuse pour tout le mal que je faisais à ton enfant. S'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi. Et ma mère dit, mais tu parles de quoi? Tu as fait quel mal à ma fille, à mon enfant? Elle dit que non, c'est moi qui venais souvent déranger ton enfant dans la nuit. Genre, je me transformais en serpent et elle me voyait, raison pour laquelle elle ne dormait pas net quand elle a fini de parler. C'est comme ça que son souffle s'est arrêté, elle a rendu l'âme. C'est comme ça. Donc, c'est pour vous dire que les bébés que vous voyez là, ils voient beaucoup de choses. Beaucoup. Je pense qu'il y a une maman qui a raconté une histoire disant, genre, à l'étranger là-bas, genre, il y avait un bébé, quand sa grand-mère l'approchait, elle pleurait et tout, et tout, et tout, et tout. C'est la même chose. Donc, moi, dans la nuit, c'était cette femme-là que je voyais, mais en serpent. Raison pour laquelle je ne dormais pas. Et depuis lors, ma mère a quitté la cité avec son mari, elle n'est plus jamais revenue là-bas. Donc, il faut vraiment faire attention à où on part vivre. Parfois, quand tu prends une maison, c'est mieux souvent de sanctifier la maison dans le sang du Christ. Franchement, c'est souvent très important de prier dans une maison, peu importe que tu l'achètes ou que tu la loues. Il est très important, très très important. Et toujours de rester, et puis dire quoi, en le Seigneur, toujours prier. C'est très important. Là, vraiment, c'était ma petite histoire. Et vraiment, merci pour l'écoute. Et j'aimerais inciter les gens, vraiment, il faut commenter, partager, surtout liker. Surtout, surtout. Merci de m'avoir écouté. Bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire rapidement. Bonsoir DMG ou bonjour par rapport à l'heure à laquelle tu trouveras ce message. Je tenais à te dire merci pour le concept. Merci car ce que tu fais, ça nous permet de nous éveiller, ça nous permet d'être prudents. Merci, vraiment merci.
Et par la même occasion, j'invite mes confrères à liker, s'abonner et commenter. Vraiment, ce que tu fais, ça nous aide vraiment. Donc moi, je t'écoute depuis le Congo-Brazzaville. L'histoire que je vais te conter aujourd'hui, c'est une histoire qui s'est passée dans la ville océane de Pointe-Noire. Pour ceux qui connaissent Pointe-Noire, c'est l'histoire alors d'un chauffeur de taxi. Le chauffeur de taxi, un jour de Toussaint, est sorti travailler. En sortant travailler, en cours de route, il tombe sur une dame qui marchait sous un soleil vraiment accablant. Il dit chez la dame, mais madame, vous allez où? Une si belle dame comme vous ne peut pas se balader comme ça et avec un soleil si accablant et tout ça. La dame dit non, mais moi je vais au marché, je vais acheter des fleurs. Ah, vous allez acheter des fleurs. Le monsieur décide alors de faire monter la dame dans son taxi. Il dit non, madame, montez dans le taxi, je vous dépose. C'est pas quand même normal que vous vous baladez sous un soleil accablant une si belle dame comme vous. La dame décide alors de monter dans le véhicule. Et quand la dame monte dans le véhicule, au lieu de l'accompagner au marché, là où elle partait, le monsieur en cours de route commence à draguer madame et décide enfin d'emmener madame chez lui. D'emmener la dame chez lui. Et quand ils arrivent chez lui avec la dame de trouille là, il rentre chez lui. Il commence à toucher la dame, toucher la dame. Vu qu'il a trouvé que c'était une belle femme et tout ça. Bizarrement, la dame se laissait faire. En touchant la dame, je tenais à rappeler que chez nous, au Congo, il y a une ethnie qu'on appelle les Bembé. Les Bembé, quand eux, ils enterrent leurs cadavres, que ce soit les femmes, ils ont une façon de leur habiller. Donc, ils ont comme un tissu qu'ils mettent au niveau, excusez-moi pour le terme, du sexe de la dame. Donc, pour couvrir un peu là, la façon que s'habillaient les hommes primitifs là. Donc, il commence à déshabiller la dame. Et quand il déshabille la dame, il tombe sur cette chose. Mais cette chose veut dire quoi? Que quand tu vois ça sur une personne, ça veut dire que la personne est déjà morte. Il s'est mis à crier, mais comment ça se fait? La dame dit non, mais moi, c'est pas de ma faute. Hein. Toi, tu m'as vu, tu m'as demandé où je partais. Je t'ai dit que je partais au marché acheter mes fleurs. Tu m'as emmené jusque chez toi, alors que chez toi, c'est pas le marché. Déjà, tu dois savoir que je suis pas sorti, lui dit la dame, dans le but de te faire du mal. Mais voilà, ce sont des erreurs qui arrivent. Je vais rien te faire de mal, t'inquiète pas. Il dit alors à la dame, mais rhabille-toi et moi je te raccompagne vite fait. La dame dit non, hein. Moi, ces habits-là, c'est pas moi-même qui les ai portés, on me les avait fait porter. Donc c'est à toi de me remettre ces habits. Imagine-toi, DMG, une dame morte dans ta maison. Le monsieur s'est forcé de rhabiller la dame. Il rhabille la dame. En sortant, il croise son voisin. Un vieux déjà, un vieux, hein, on va dire que c'est un sextagénaire. Donc, il croise le vieux l'appelle. Il dit, mon petit, arrive. Quand il arrive, le vieux commence à blâmer le jeune homme. Il dit, mais toi, la fille avec laquelle tu traînes, tu sais qu'est-ce que c'est, tu sais qui elle est, tout ça, tu sais, tu la connais. Il dit, oui, je viens de découvrir ce qu'elle était, ce qu'elle est. Le monsieur dit, mais tu te balades avec une personne morte là. Il dit, oui, j'ai découvert ça lorsque nous étions dans ma chambre. Du coup, nous sommes sortis pour que je la raccompagne et tout ça là. Pendant qu'il parlait, quand le jeune se retourne pour voir là où la demoiselle était debout, eh ben, la dame a disparu. La dame a disparu, la dame n'était plus là. Donc c'est pour dire que c'est pas toutes les femmes qu'on voit dans la rue ou sous la chaussée que non, on doit courtiser, on doit sauter dessus, on doit mettre notre grappin. Non, on doit être plutôt prudent parce que le monde, le monde là a changé, hein. Le monde a vraiment changé. Mais les hommes avec leur soif, leur appétit là, je sais pas. Nous les hommes, je ne sais pas où est-ce qu'on va. Donc merci pour l'occasion, j'ai beaucoup d'histoires et voilà. Merci. Commentez, likez, partagez. Maintenant, on passe à la 6e histoire.
Bonjour ou bonsoir à DMG et à la communauté DMG. Cette histoire, c'est l'histoire de ma grand-mère maternelle. L'histoire rattachée à sa mort. Et je m'explique. J'ai un cousin, toujours vivant, qui a eu quelques problèmes d'esprit. C'était un grand footballeur, ami à des footballeurs d'ailleurs internationaux de mon pays. Il était d'ailleurs parti dans certains pays même exercer sa passion du football. C'est lors d'un retour d'un de ces pays qu'il n'est pas revenu avec toute sa tête. Mais je disais tantôt que la citoyenne africaine, surnom que je me suis donné pour raconter ces histoires, vient d'une famille de praticiens. Et donc, où le savoir mystique s'est transmis de génération à génération. Et donc, même si on a rompu à un moment donné, au niveau des générations, la transmission du pouvoir, pour des questions d'esprit cartésien, on a donné plus d'importance aux études qu'au savoir de nos grands-parents. Et je pense que certains pouvoirs demeurent. Le pouvoir de la parole. Ma grand-mère maternelle qui m'a élevée était très amie avec mon cousin, qu'elle a d'ailleurs élevé aussi. Et ce cousin revenu avec l'esprit défaillant, donc revenu presque fou de ses échappées belles de footballeur, s'est disputé un jour avec ma grand-mère parce qu'il lui avait apporté une télévision. L'histoire est drôle et en même temps triste et plein d'enseignements. Avec une télévision où il restait que le cadre. Une télévision ramassée. Vous savez, les fous parfois en Afrique vont se promener et reviennent après dans la maison où ils habitent. Il a apporté cette télévision et ma grand-mère l'a pris comme du déchet en lui disant mais arrête d'apporter des trucs comme ça du dehors pour l'amener dans la maison. Et lui, il n'était pas content. Il lui a dit tu es ma grand-mère maternelle, je t'apprécie beaucoup, je te souhaitais une longue vie. Mais je vais retirer quelques années de ta vie. Ainsi, tu verras pourquoi tu me tutoies. Et ma grand-mère l'a pris comme une parole de fou. Nous tous, on l'a pris pour une parole de fou, en se disant, bon, il est marrant. Il était d'ailleurs marrant même avant d'avoir perdu la tête. Donc, on l'a mis sur le compte de la plaisanterie. Il a pris du charbon. Il a écrit sur le mur de la chambre de ma grand-mère, moins 25 ans. Moins 25 ans. Comme quoi, le gars n'y est pas allé de main morte. Il pouvait mettre moins 5 ans, ou même moins 2 ans. Moi, j'aimais tant ma grand-mère. Elle est décédée depuis 2002. Paix à son âme. Mais au moment où il a écrit moins 25 du nombre d'années qu'elle était censée vivre sur le mur, quand ma grand-mère est décédée en 2002, il s'est trouvé que au moment où ils avaient eu la dispute et le moment du décès de ma grand-mère, il s'était passé 25 ans. Après, peut-être ce sont des coïncidences ou le pouvoir de la parole. Lui-même, il était furieux de la mort de sa grand-mère, triste malgré sa folie de la mort de sa grand-mère, comme nous tous. Mais chaque fois, on n'a jamais effacé, on n'a pas remis une peinture. On a laissé ces moins 25 ans qu'on peut toujours voir dans la maison. Ça fait marrer des fois quand on se souvient de notre grand-mère, on dit, bon, cher cousin, tu as quand même enlevé beaucoup d'années. Notre chère grand-mère pouvait encore être là.
Elle était bien dans cette maison. On l'aimait tant. C'était une dame pieuse, souriante, charmante, belle. Tellement belle elle était que quand mon grand-père, qui était fonctionnaire international, débarquait dans un pays, en côtoyant certains politiciens, on croyait que c'était la première dame qui arrivait. Comme quoi, on croit que c'est seulement les premières dames qui sont belles. Mais non, ma grand-mère, elle était. En tout cas, c'était une histoire qui m'est venue comme ça, à l'esprit. Et je me suis dit, je vais la raconter parce que la parole a un pouvoir. C'est ça la moralité. Cherchons nos mots, sachons ce qu'on sort de nos bouches, parce qu'il y a des bouches qui sortent des paroles que Dieu écoute et exécute. Ou peut-être que c'était un pur hasard, mais en tout cas, l'histoire nous montre presque le hasard et la situation réelle se sont recoupés. Donc finalement, où est la vérité? Le pouvoir de la parole. Faisons attention à ce que nous disons aux autres, parce que la parole peut s'avérer être vraie, finalement. Après, on ne demandera pas à une personne qui a perdu l'esprit d'analyser ce qu'il dit. Mais pour les personnes qui ont encore tout leur esprit, sachez ce que vous dites quand vous parlez à quelqu'un. Parce que peut-être que Dieu écoute, peut-être que des esprits écoutent et vont rendre réalité ce que vous disiez comme plaisanterie. À bon entendeur, salut la citoyenne africaine. Merci pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 7e histoire. Bonjour ou bonsoir, selon le fuseau horaire. DMG et toute la communauté DMG. Je me permets de faire une autre histoire. C'est la citoyenne africaine. Et je commencerai par dire, oui, Birago Diop, cet écrivain sénégalais a raison. Les morts ne sont pas morts. Et je rajoute, ils sont parmi nous. Ils nous viennent souvent en aide à leur façon, dans nos rêves, mais aussi dans la réalité, en songe ou en vrai. Parfois on ne dort pas, mais on les voit et il faut bien retenir leur message. C'est tout l'objectif de mon histoire. En fait, actuellement un peu maladive, d'une maladie ayant débuté il y a 2 ans et quelques de cela, par des maux de ventre assez atroces. Je partais de là où je me trouvais sur le territoire européen, dans des urgences, le mal de ventre m'empêchant de travailler normalement et convenablement. J'allais souvent aux urgences, me tordant de douleur. Je me tordais de douleur. Mais il faut savoir que dans ce pays des Blancs, si on n'arrive pas à vous dire ce que vous avez dès les premières heures, c'est parce que quelque chose obscurcit leur vision. Donc j'y allais, on me faisait faire des échographies, des scanners, des scanners sans injection. Parce qu'à ce niveau-là, personne n'avait encore eu l'idée de me demander de faire un scanner avec injection pour mieux voir l'organe en mal. Dès lors, je me replace dans le passé où déjà une dame, là encore il faut écouter parfois les gens qui nous parlent et qui peuvent nous donner des solutions ou des avertissements préalables avant le jour du danger. Une dame, occasionnellement, était en train de faire de la vision pour un ami avocat. Et j'étais là-bas, donc occasionnellement, je suis sortie dans son champ de vision. Elle m'a dit, vous n'avez pas de problème de ventre? Il y a 5 ans de cela, je n'avais même pas encore eu ces problèmes-là. Je lui ai dit, ben non. Il m'a dit, vous n'avez jamais eu de problème de ventre? J'ai dit, bon, oui, pendant l'enfance, quelques soucis. Mais ça s'est stabilisé. Elle m'a dit, bon, à l'avenir, vous aurez un problème de ventre. Et il faudra beaucoup d'abnégation, beaucoup d'engagement, beaucoup de clarté, beaucoup de clairvoyance aux médecins pour voir de quoi vous souffrez.
parce que des choses d'ordre obscur et mystique vont leur voiler la face jusqu'à ce qu'ils ne voient pas, ou les voiler les yeux jusqu'à ce qu'ils ne voient pas ce qu'il y a. Ils mettront du temps à le voir. Et si j'ai un conseil à vous donner, allez voir vos racines afin qu'ils vous fassent quelques lavages d'ordre spirituel par le Coran, de confession musulmane, afin que les yeux du médecin puissent s'éclaircir et qu'il puisse vous dire voilà votre maladie. C'était 5 ans auparavant. Donc quand mes maux de ventre ont débuté, c'était tout un problème pour que les gens sachent ce que j'avais. Et moi, je me tordais de douleur. Je n'arrivais même plus à aller faire mon travail. Et dès lors, j'ai dû arrêter un moment. Et commence la traversée du désert. Je suis repartie chez moi en vacances, en famille. Et je rêvais de ma grand-mère défunte qui m'a éduquée. Entre elle et moi, il y avait un grand amour, un profond amour, aussi profond que la mer et aussi haut que la montagne. Et dès lors, je la voyais en rêve se tordre de mal de ventre. Et d'ailleurs, elle est décédée d'un problème de cancer. Et elle se tordait le ventre, comme si elle voulait me dire quelque chose se passe dans ton ventre, mais ils ne l'ont pas vu. Elle se tordait de douleur et moi je l'amenais à l'hôpital dans le rêve, alors qu'elle était déjà décédée. Et je pense que c'est ce profond amour qui a fait qu'elle m'est apparue en rêve, moi d'abord avant d'apparaître à ma mère, pour lui dire faites tout pour que vous lui fassiez un lavage coranique afin qu'elle puisse se soigner. Donc j'étais en vacances chez les parents avec mes douleurs, quittant le territoire européen. Et donc on m'a fait faire quelques tours chez des praticiens qui m'ont donné des choses à appliquer sur mon corps, ce que j'ai fait avec beaucoup d'abnégation, beaucoup d'application. Et dès lors, à un moment donné aussi, j'avais toujours mal, mais le goût du pays, et quand on est en vacances, c'est tellement bon qu'on n'a pas envie de revenir sur le territoire européen. Donc je tardais à rentrer. Et les médecins qui devaient me soigner ici m'envoyaient des mails pour me rappeler mes rendez-vous et je n'étais pas vraiment motivée à repartir. Et ma mère a vu en rêve ma grand-mère, mais avant même qu'elle ne la voie en rêve, elle me disait souvent rentre en Europe et va te soigner. Et moi je lui disais maman, peut-être que c'est une sale maladie telle que celle de ma grand-mère qui m'arrive parce que cette douleur-là est grave. Elle me dit bon, écoute, ne dis pas ces genres de choses, mais va te soigner. Elle a fini par voir ma grand-mère en rêve qui entre en colère dans la maison et qui lui dit mais qu'est-ce que vous faites? Faites tout pour amener l'enfant là à l'hôpital. Demandez-lui de rentrer pour se soigner. Il est temps maintenant d'aller se soigner que de faire des vacances. Il ne faut pas être négligent. Et dès lors, ma mère m'a dit ce rêve. J'ai pris mon billet, j'ai raccourci mes vacances et je suis repartie en Europe. Et là, les médecins, cette fois-ci, un médecin urgentiste m'a vu et m'a dit mais pourquoi on ne vous a pas prescrit un scanner avec injection? J'ai dit bon, je ne sais pas. Il m'a dit maintenant il va falloir faire ça. Et le jour que je suis partie à l'hôpital pour le faire, en catastrophe, je l'ai fait. Et quand je suis arrivée pour prendre le train et rentrer chez moi, le train était en panne, comme par hasard. Et il est resté sur le quai devant l'hôpital pendant longtemps. À un moment donné, je me suis énervée, j'ai dit je sors de ce train-là. Au moment où je voulais sortir du train, mon téléphone sonne. Ce sont les gens de l'urgence qui m'ont fait l'examen de scanner avec injection, qui m'appellent pour me dire Madame, revenez sur vos pas, c'est urgent. J'ai dit bon sang, qu'est-ce qu'ils ont à m'annoncer pour que ça soit si engagé. Donc je suis repartie, j'ai passé encore 2 heures de temps dans la salle d'urgence et j'ai fini par voir le médecin qui me dit on a un corps étranger dans votre ventre. J'ai dit corps étranger qui a traversé ma bouche, passé par mes poumons, jusqu'à aller dans mon ventre. Ça c'est problématique. Comment j'ai pu faire? Après ils m'ont dit bon, qu'est-ce que vous avez mangé? J'ai dit je ne sais pas qu'est-ce que j'ai mangé. J'ai mangé que des choses naturelles comme tout le monde. Ils m'ont dit bon, il y a quelque chose qui est entré, qui a troué votre côlon, quelque chose comme ça. Et quand ils m'ont dit ça, j'ai dit ah ça c'est problématique. Ils m'ont hospitalisé d'urgence
au niveau de la chirurgie digestive. Et j'ai vu un chirurgien digestif qui maintenant voulait que l'on fasse une opération. Apparemment, ça avait fait une plaie là-dedans. Il fallait faire une intervention rapide. Et moi, là encore, je n'étais pas trop motivée pour l'intervention. Et j'ai encore vu ma grand-mère en rêve qui m'a encore motivée à faire l'opération. J'ai fait l'opération et je suis allée rester chez une amie pour quelques jours de convalescence avant de repartir chez moi, car vivant seule. Dès lors, j'ai observé un temps de répit quand on m'a donné un rendez-vous pour un mois de janvier. Et subitement, l'hôpital qui me rappelle encore, parce que quand ils vous opèrent ici, les Européens, ils prennent un bout de la plaie pour étudier et voir ce que c'est. Et savoir en effet quelle sorte de maladie c'est. Et donc, ils m'ont convoqué finalement pour décembre. Ils me disent, venez en urgence encore. J'ai dit à la copine chez qui j'étais, accompagne-moi, mais je sais qu'ils ne me diront pas quelque chose que j'aurais envie d'entendre. Elle me dit, ne dis pas ça. Je dis, bon, allons, mais j'ai mes pressentiments. Je suis une personne très instinctive, donc je sens les choses. Et le médecin a ouvert son bureau, m'a regardé, a dit, est-ce que votre copine peut entrer avec vous? J'ai dit, bien sûr, c'est une amie très proche, donc je n'ai rien à lui cacher. Donc elle est entrée avec moi dans le bureau du médecin, le médecin qui me dit ma maladie, catastrophe. Ça m'a fait penser à ma grand-mère et tout ce que je disais à ma mère. Donc vous aurez compris, c'est pas la peine que je revienne sur l'histoire. Pour ceux qui ont écouté depuis le début, ils comprennent maintenant que ce que je veux insinuer par ma maladie. Et dès lors, le médecin, je lui ai dit, mais écoutez, moi je suis pas originaire de votre territoire. Toute ma famille est en Afrique. Et si vous pensez que c'est la fin, autant que je rentre chez moi et qu'on m'enterre là-bas que de mourir ici et leur donner le souci d'envoyer mon corps au pays. Alors, le médecin m'a regardé et m'a dit, non, on va faire un traitement pour voir. J'ai dit, un traitement, vous pensez que ce sera quelque chose qui va m'aider? Il me dit, bon, on va essayer toujours. C'est une maladie assez sérieuse, mais bon, il y a des gens qui s'en sortent. Ce n'est pas forcément synonyme de mort. Alors, je lui ai dit, ok, on s'engage. Je me suis engagée dans un traitement très lourd et je vous passe tout, mes péripéties, je vous passe tous mes passages, tous mes moments de solitude, de douleur. Tout ça, je passe dessus pour ne pas trop être longue avec cette histoire. Parce que c'est une manière juste, ce n'est pas de raconter ma maladie, mais une manière de vous dire que les morts ne sont pas morts, ils sont parmi nous. Ils nous viennent en rêve, ils nous viennent en songe, ils nous viennent dans la réalité pour nous montrer qu'on a besoin d'eux. Et l'amour que je partageais avec ma grand-mère, qui m'aimait tant, que j'aimais tant, que la terre lui soit légère, m'a permis qu'elle se rapproche de moi dans mes rêves pour me montrer que vraiment je devais me soigner et que ma maladie était cachée par des choses que des gens m'avaient fait depuis l'Afrique. Et les médecins n'arrivaient pas à voir ce que j'avais. Mais une fois que je me suis lavée coraniquement là-bas en Afrique, on a pu voir la maladie et c'est toujours en soins. Donc je profite de ce message pour dire à mes sœurs et frères, peu importe leur confession, que ce soit des musulmans, des chrétiens, des juifs, même des gens qui ne pensent pas croire en Dieu, mais qui ont une bouche bénie, qui sait, de ne pas m'oublier dans leurs prières. Voilà, et que Dieu accorde la santé à tous. Et voilà, c'est très important. Mais une manière de vous dire que finalement, les morts ne sont pas morts. Il faut écouter, en moralité, ce que l'on voit dans nos rêves quand une personne décédée nous apparaît en rêve. Ce qu'il nous dit est important. Il faut l'écouter, il faut s'en souvenir. Aussi, les gens qui consultent, qui ont des visions, qui vous disent des choses, il faut aussi s'en rappeler un jour pour voir dans quel contexte nous sommes. Et se replacer dans ce contexte et mieux se battre. Cette dame qui avait vu que j'allais avoir un problème de ventre auparavant, je me suis rappelé d'elle, tout ce qu'elle avait dit, je l'ai vu. Il y a des gens que Dieu a mis en eux des choses. Voilà ce que je voulais dire comme message sur les paroles des morts, les apparitions des morts. Je reviendrai d'ailleurs parler de ma grand-mère dans d'autres histoires encore, comme quoi elle est partie, mais elle est toujours dans ma vie. À bon entendeur, salut, likez, commentez, partagez et surtout, faites attention à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 8e histoire. Et la troisième
histoire. Cette fois-ci, c'est mon histoire à moi. Voilà, quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant, j'avais failli être entraîné dans la sorcellerie par cette grand-mère en question dont je vous ai parlé dans la première histoire. Voilà. J'ai failli être pris par cette grand-mère en question. Donc, comme chaque vacances, on est là, tout ça. Et je ne sais pas à quel moment ça s'est passé, à quel moment ça s'est produit. Mais, à chaque fois que je dormais avec mon petit frère, j'entendais une fois des voix qui m'appelaient dehors. Des voix qui m'appelaient dehors par mon prénom. J'ai dit, mais attends. Premier jour, des voix m'appellent. Des voix m'appellent, des voix m'appellent, des voix m'appellent. À un moment donné, même quand on allait dormir, parce que chez nous avant, les enfants ne restaient pas avec les grands. Donc quand les grands sont au salon comme ça, c'est la nuit. Donc vous, on vous envoie dormir, même s'il est 19h, 20h, on vous envoie dormir. Donc c'est comme ça que 19h, 20h, quand on s'en va dormir, j'entends cette voix-là, la voix de cette dame-là, et la voix d'une autre, donc la voix de cette dame, sa sœur et sa fille. Donc je reconnais 3 voix qui m'appellent à la fenêtre. Donc les 3 voix m'appellent. Ils appellent mon prénom, ils appellent mon prénom, ils appellent mon prénom. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Donc, lorsque ça se passait, à un moment donné, on était pris de peur. Donc, quand on se met à crier, quand les parents viennent comme ça, mais c'est comment, non? On dit, mais on nous appelle là. On nous appelle, on entend nos voix, on entend nos noms. On nous appelle à la fenêtre. On nous appelle à la fenêtre. Les parents, oh non, vous êtes des menteurs, tout ça là. Une autre fois encore, même scénario. Ils reviennent encore, on dit non, mais on nous appelle. On nous appelle là. Après on nous demande, mais est-ce que vous reconnaissez les voix des personnes qui nous appellent? On dit oui. On reconnaît les voix des personnes qui nous appellent. C'est tel qui nous appelle pour qu'on aille les rejoindre. Ils nous appellent dehors pour qu'on aille les rejoindre. Donc, et à chaque fois, ça fait déjà un bon bout de temps, c'est comme ça. Ils nous appellent pour les rejoindre. J'ai dit aux parents que moi, je connais les voix, c'est tel qui m'appelle. Pour que je sorte, pour que j'aille les retrouver. Mais, moi, je ne veux pas. Et cette histoire-là, ça m'a paralysé pendant un temps où, à un moment donné, je marche dans la maison, je sens des présences. Donc j'étais devenu carrément paranoïaque parce qu'à chaque fois quand je rentre dans la maison, je sens des présences. J'étais à l'aise que quand il fallait jouer avec les autres. Mais lorsqu'on m'envoie même dans la maison, je cours. Je prends, même si je n'ai pas bien compris, je prends. Et j'avais tellement peur que c'était devenu carrément stressant pour moi-même de dormir la nuit. Et après, c'est comme ça que ma grand-mère, comme elle est un peu dans les histoires de chorale là, à l'occasion d'une cérémonie, elle a appelé un prêtre et puis elle a expliqué la situation au prêtre, que voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. Et ce prêtre-là, il a prié pour moi. Il a prié pour moi et après cette prière-là, il a versé de l'eau bénite dans toute la maison. Et après ça, je n'ai plus jamais écouté ces voix-là m'appeler. Plus jamais, c'était terminé. Mais des années plus tard, cette même dame-là, cette grand-mère-là, j'étais quand même devenu déjà un homme. Elle avait toujours tendance à me dire, oh, tu me dois. Aïe. Non, tu me dois. Non, tu me dois. Comme on avait souvent tendance à pêcher, aller à la pêche les vacances. Donc c'est comme ça que cette grand-mère me dit non. Quand tu vas à la pêche, ramène-moi la plus grosse carpe, la plus grosse carpe que tu vas pêcher. Donc quand tu arrives, la première chose que tu fais, c'est de venir me donner ma carpe. Voilà, parce que tu me dois. C'est moi qui ai enfanté ta mère, donc tu me dois. Mais
une chose que j'avais remarqué, c'est que chaque fois que je venais, et il y avait toujours cette intuition-là qui me disait non, ne donne pas. Il y avait toujours cette intuition-là qui me disait non, ne donne pas. Parce que c'est un peu louche. C'est quel genre de contrat ça? Donc ce sixième sens, ça me disait non, ne donne pas, ne donne pas. Et à chaque fois qu'on revenait de la pêche, on pouvait garer la pirogue, là, elle est là. Mais elle ne me dit rien en fait. Elle ne me dit pas que mais la carpe est où? Et souvent en village, quand vous venez comme ça, il y a des grands comme ça qui peuvent venir. Oh non, donne-moi une carpe, deux carpes. Tout ça, donc ils viennent, ils se servent. Mais cette maman-là, elle ne le faisait jamais. Elle ne le faisait jamais. Mais à chaque fois, quand on est en train de s'en aller à la pêche, c'est là où elle dit non, quand tu reviens, ramène-moi le poisson. Quand tu reviens, ramène-moi le poisson. Quand tu reviens, ramène-moi le poisson. Et après, à un moment donné, j'ai partagé ça à ma grand-mère pour dire que mais voilà ce que la dame me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et ma grand-mère me dit non, ne donne pas. Ne donne pas. Il ne faut jamais donner. Si elle a enfanté ta mère, elle t'a enfanté, donc c'est-à-dire elle a fait accoucher ma mère, voilà. Comme elle a fait accoucher ta mère, voilà pourquoi elle dit tu dois quelque chose. Donc, c'est à moi de donner ça. Pourquoi c'est pas à moi qu'elle vient demander? Pourquoi c'est à toi? Pourquoi c'est à toi qu'elle vient demander? C'est à moi qu'elle doit venir demander ça. Et comme c'est comme ça, je vais m'arranger, je vais m'organiser. Et puis, je vais lui donner quelque chose. Mais DMG, c'est après que je me rends compte que cette maman-là, par le biais de ce poisson qu'elle me demandait, c'est moi en fait qu'elle voulait manger parce que le nom que je porte en langue, c'est le nom d'un poisson en fait chez nous. C'est le nom d'un poisson en fait chez nous les fans du Gabon. Donc, c'est le nom d'un éléphant précisément du Moyen-Ogooué. Donc, c'est le nom d'un poisson. Et là, c'est plus tard que j'ai compris que mais cette dame voulait me substituer un poisson. Donc, c'est-à-dire que lorsque j'allais amener ce poisson pour dire que tiens, ben, c'était carrément ma propre vie que je devais venir donner comme ça, livrer entre ses mains pour dire que non, vas-y, mange-moi. Tu me voulais depuis, vas-y. Mange-moi, crie-moi comme tu veux. Voilà, je te donne ma vie. Et grâce au Seigneur, je n'ai jamais donné de poisson à cette dame-là, mais elle vit encore. Elle vit encore et c'est une terreur dans le village. C'est une terreur dans le village. Donc, pour conclure, ce que je veux dire, c'est que j'ai écouté beaucoup d'histoires où on parle vraiment de cette intuition-là, de ce sixième sens-là. Et je pense qu'à mon avis, bien sûr, ça m'a aussi beaucoup sauvé. Je peux dire qu'il faut vraiment écouter ce sixième sens-là. Ça va nous sortir ça nous a déjà sorti et ça continuera à nous sortir de beaucoup d'ennuis. Voilà. Donc, merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 9e histoire. Allô, bonjour DMG. C'est une petite histoire que j'ai vécue moi-même du côté du Cameroun ouest, du côté précisément à Bafoussam, chez mon grand-père. Quand ma tante est décédée en 2012, j'ai décidé d'aller un peu faire un tour au village avec mon grand-père. Parce qu'on me disait, ton grand-père là c'est un sorcier, nous on a peur de lui. J'ai dit, oh, je dois un peu m'y rendre là-bas. Moi, je ne savais pas que la sorcellerie, franchement, moi, c'est les choses que je n'ai jamais cru. Mais le jour-là, j'ai cru avec tout ce que j'ai vu là. Donc, mon grand-père a un champ d'avocatier, parce que mon grand-père vit toujours. Il a un champ d'avocatier. Avec, dans les avocatiers là, il y a les cannes à sucre. Cannes à sucre, donc c'est presque, quand on parle, c'est presque 3 hectares en fait. Il y a les cannes à sucre et il y a les mangues. Donc, et c'est à côté de l'université. Je ne dois pas trop parler. Bon, on m'avait toujours dit, ton grand-père c'est un sorcier, il passe le temps à déranger les gens. Chaque fois que j'arrive, quand je pars au champ pour couper la canne à sucre, il y a toujours les gens qui sont en train de travailler.
Tu pars même dans la nuit, tu passes même par là pour couper même la canne à sucre. Il y a les gens qui sont en train de travailler là-bas, DMG. Je t'assure. Il y a seulement peur de prononcer même son nom ici là. Mais je suis sûr que beaucoup de personnes le connaissent. Beaucoup. Je dis tout le Cameroun, là, presque tout le Cameroun le connaît. Je dis, tu passes à minuit. Les gens sont en train de travailler. Tu passes le matin. Les mêmes personnes sont toujours en train de travailler. Donc, il est comme ça. Là, un truc là qu'on appelle, c'est le chop. Je ne sais pas trop comment on appelle ça. Comme je n'ai pas trop grandi aussi au Cameroun, trop là, c'est un peu ça. Le chop. Donc, il plante les machettes dans toute sa conception. Donc, quand tu es un voleur, quand tu viens voler, donc lui, maintenant, donc il a travaillé sur les machettes là. Donc, quand tu viens cueillir quelque chose, tu te retrouves en train de travailler. C'est le jour où il décide de quitter à la maison pour venir au champ. C'est là où tu te retrouves que non, tu es en train de travailler. Donc, c'est là où la fatigue là t'attrape. Est-ce que tu comprends? Quand j'ai vu ça, j'ai localisé ça 3-4 jours. Je l'ai appelé, je lui ai dit, mais papa, grand-père, comment les gens travaillent minuit, 24h/24 dans ton champ? C'est là où il m'a expliqué, il m'a dit, ma fille, les machettes là sont travaillées. Quand quelqu'un vient voler quelque chose qui ne l'appartient pas, hormis de mes enfants ou hormis de mes petits-fils, il va travailler ça. Parce que c'est une terre que j'ai travaillé. Donc, c'était un peu ma petite histoire. Donc, moi, je ne peux pas comprendre ça. Bref, j'ai vu, mais je ne comprends pas. Merci. Et là, on va jouer la 10e histoire. Likez, commentez, partagez. Bonjour ou bonsoir à DMG et à toute la communauté DMG. Cette histoire va encore s'inscrire sur le pouvoir de la parole. Donc disons, c'est l'histoire pouvoir de la parole 2. Et cette fois-ci, c'est ma parole. Et cette fois-ci, l'histoire est moins marrante que la précédente. Parce que ici, et au jour où je vous parle, j'en suis toujours triste. Coïncidence? Hasard? Ou pouvoir de la parole? Peut-être que comme mon cousin, moi aussi j'ai hérité de ce pouvoir de la parole. Et c'était à l'égard d'un de mes cousins du côté paternel. Sa mère et mon père ont le même père et la même mère. Sa mère est la grande sœur de mon père. Et mon cousin était transitaire. Il avait beaucoup de richesses. Il avait réussi sa vie très jeune. À l'âge de 32 ans, il avait déjà une belle maison qu'il venait de construire. Et à ce moment-là, j'étais encore jeune, j'étais au lycée, sortie tout juste du collège. Un jour, je suis partie lui rendre visite à son service, à son bureau de transitaire, avec ma sœur. Et il nous a fait un sale coup. Mais c'était entre cousins et cousines, parce que on est venu le voir, on aimait bien l'embêter. Des fois, quand on avait besoin de sous, ma sœur et moi, on allait dans son bureau et on lui disait on veut telle somme. Et il n'osait pas ne pas le faire, parce qu'il nous aimait tant. Un jour, peut-être qu'il s'est dit, ces deux-là, je vais m'occuper d'elles. Et il nous a dit de l'attendre dans le salon d'accueil, qu'il revient. Et ce que mon cousin a fait, c'est qu'il nous a posé un lapin. Il nous a laissé là-bas en train attendre nos sous, de l'argent. Or, il avait pris le soin de ne pas prendre sa voiture pour qu'on ne se rende pas compte qu'il nous piégeait. Mais ça devait être juste marrant, mais c'était moins marrant pour nous qui devions après rentrer très loin. Et peut-être qu'à une heure où mon père n'était plus dans les parages pour nous amener avec sa voiture. Et dès lors, on était là à attendre. On a patienté presque 1h ou 1h30. Et un de ses collègues de la société de transitaire est venu
nous dire, mais vous attendez toujours, je vais lui donner le nom de Mustapha. Vous attendez toujours Mustapha? Mais Mustapha est rentré. Nous, on lui dit, mais non, Mustapha n'est pas rentré, sa voiture est là, en face de la société quand même. Il a dit, je vous assure qu'il est rentré. Il vous a posé un lapin. Et moi, fâchée, parce qu'avoir attendu trop longtemps, je l'ai dit comme ça par hasard. Je sais que je ne l'ai pas cru, je ne l'ai pas pensé, ça ne venait pas du cœur, c'était juste une parole en l'air. Non seulement que j'étais fâchée, et comme j'étais peut-être la plus agitée entre les deux sœurs, j'ai dit à ma sœur, viens, on va casser un petit bâton, brindille, dans la serrure de sa voiture, comme ça, demain, lui aussi, quand il reviendra ici, il ne pourra pas utiliser sa voiture. Ça lui apprendra d'être impoli comme ça. Et non seulement je l'ai fait, mais ça ne m'a pas suffi. J'étais fâchée. Et j'ai dit qu'il crève ce con. Ce que j'ai dit. Comme ça, par hasard, qu'il crève ce con. Bon, hasard ou coïncidence, encore la force de la parole. Quand je pense à lui, c'était mon meilleur ami, mon cousin. Je l'aimais tant. Je me dis, est-ce que j'ai une responsabilité ou c'est juste la volonté de Dieu? Ça me travaille parce que quand j'ai dit qu'il crève ce con, après quelque temps, moins d'une semaine, il est tombé malade. Après moins d'un mois, il est dans le coma. Et je me rappelle le jour où je devais aller lui rendre visite à l'hôpital parce que j'allais souvent le voir derrière les vitres, comme c'était l'hospitalisation des comateux, c'est ce qui était dans le coma. On les voyait juste à travers les vitres. Et chaque fois que j'allais le voir, je pleurais. Et un jour où je devais le voir, c'était un samedi. Et j'avais comme la paresse. Je me suis dit, bon, je vais aller le dimanche. Et la nuit du samedi, j'ai rêvé que lui et moi étions dans une voiture et que la voiture était tombée dans des ravins. Et que mon père était venu nous aider et il a pu me sauver moi dans le rêve. Mais lui, quand il lui a tendu la main, mon père n'a pu attraper que son t-shirt et son corps est tombé. Et c'était sa mort dans le rêve. Je me suis réveillée, je me rappelle, il faisait 9h du matin le dimanche. Et j'ai raconté le rêve à ma mère. Ma mère, connaissant mes rêves prémonitoires, s'est dit, j'espère que ça va aller avec ton cousin. Et donc, avant de finir de raconter mon rêve, une fois que j'ai dévoilé que dans le rêve, mon cousin était mort, le téléphone de la maison sonne, téléphone fixe. Et mon père qui décroche et qui dit « Non, mince !» Et j'ai dit « Papa, qu'est-ce qu'il y a ?» Il me dit « Oh, c'est ton cousin. Il vient de décéder. » Et je me suis rappelé de la parole que j'avais prononcée. Qu'il crève ce con. Sans le penser. Et c'était, hélas, il était mort. Et comme dans mon rêve. J'ai pu aller à l'hôpital, voir son corps. Il était tellement beau dans sa mort. Parce que c'était quelqu'un de très pieux, qu'il avait même les marques de la piété sur son visage. Quand on prie beaucoup, cette marque-là, il était devenu beaucoup plus clair que d'habitude. Et ses cheveux ondulés, mais d'une manière. Et je n'ai cessé de le pleurer. Je l'ai souvent pleuré. Et je le pleure encore. Et je culpabilise par rapport à ma parole. Mais j'espère seulement que c'était la volonté de Dieu et non pas la puissance de la parole. Et j'ai cessé de le pleurer concrètement. Je le pleure dans mon cœur, mais en tout cas physiquement, j'ai cessé de le pleurer quand je l'ai revu en rêve, habillé mais d'un boubou bleu ciel tellement joli, conduisant une voiture d'une marque que je n'ai pas encore vue sur terre. Et il y avait un chat de race siamois, ce sont les chats qui sont de poil beige avec les pattes noires, des chats très chers, qui était sur sa tombe. Il m'a dit, cousine, viens voir, ne pleure plus, ne sois pas triste, je ne suis plus là, mais je suis beaucoup plus heureux là où je suis. Tu vois ce chat? Et il y avait un chat sur sa tombe. Tu vois cette voiture? Tu vois mon boubou?
Et le chat était en train d'écrire le Coran sur sa tombe. Il m'a dit, je suis tellement bien ici. Ne pleure plus, ne sois plus triste. Je sais que tu m'aimes. Et je ne suis pas triste dans ma mort. Et aujourd'hui, j'aime tellement ces enfants qu'il a laissés derrière lui. Je m'en occupe. Il m'aime bien, mais je n'ai jamais oublié ma phrase. J'ai arrêté de pleurer, mais je n'ai jamais oublié ma phrase. Il crève ce con, dans un moment de colère, que je ne le pensais pas du cœur, mais juste comme ça, parce qu'il m'avait posé un lapin avec ma sœur dans la salle d'attente. Dès lors, encore une fois, moralité. Regardons ce qu'on dit. Il y a des gens qui ont une puissance de la parole, notamment quand ils sont en colère. Réfléchissons à ce que l'on dit. Fin de l'histoire. La citoyenne africaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le programme. Donc, on se prend demain 12h00 pour 10 histoires mystiques encore. Voilà.